Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième podcast Éducato Micro. Je suis avec la magnifique et la Marie-Josée. très belle Marie-Josée. Merci, je me reconnais. Aujourd'hui, pour ce deuxième podcast, on va recevoir Josiane Caron-Santerre, ergothérapeute, qui est une bonne collaboratrice d'Éducato. On va parler de préalable scolaire, c'est-à-dire de dessin, de découpage, de préécriture, la transition entre le service de garde puis l'école. Comment on fait ça? Avec elle. On va le savoir. On va parler de ça. Là, je regarde, Marie-Jo, tu as des beaux documents. Tu t'es encore oui, je me suis bien préparée. préparé cette semaine. Mais avant de commencer, là, on pourrait expliquer un petit peu. On visionnait notre premier podcast, puis on se disait comment les gens peuvent comprendre qu'on ne regarde pas la caméra. Mais un podcast, bonjour, pour ceux qui l'écoutent, audio, c'est normal que vous ne voyez pas, mais ceux qui le regardent sur YouTube, un podcast, c'est ça. On ne regarde pas la caméra. Là, je le fais, là, mais on se parle entre nous. C'est une conversation filmée, puis on l'a filmé. Puis des fois, comme j'ai déjà dit, on vous présente des documents, on va vous présenter des choses. On a amené des beaux petits jouets, puis je vous dis, j'ai bien la misère à ne pas jouer avec, là, mais on va voir. Puis on va quand même vous les présenter, mais on a préparé aussi quand même une page sur laquelle on va vous présenter tous les documents que vous allez entendre parler ou que vous allez voir aujourd'hui. Vous allez pouvoir les télécharger ou les voir, soit sur Éducato aussi, sur le site de josianecaronsanterre.com. Vous allez avoir toutes les... On a tendance à la regarder. Elle se prépare, là. Et cachée, on la garde cachée pour faire une entrée fulgurante. Avant de vous la présenter. Mais oui, c'est ça. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est que on discute entre nous avec une spécialiste à chaque mois, faire un petit résumé du concept d'Éducato Micro. Donc, on fait une entrevue, on jase, on parle d'un sujet précis qu'on a décidé. On a tout expliqué ça sur le point 00. Oui, sur point 00. Bien là, il faudrait expliquer c'est quoi le point 00. Le point 00, c'est un petit peu le podcast qui explique le podcast. Puis là, on essaie d'expliquer le podcast dans le podcast. C'est ça. Là, c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Dans le sens que, c'est ça. Ben, moi, j'avais vraiment hâte. Parlons du podcast, le découpage. Moi, j'avais vraiment hâte. Hey, ces ciseaux-là, ils me regardent. J'ai vraiment le goût d'aller prendre parce qu'il y a des gros ciseaux ici, là, pour les gens qui ne voient pas. Puis moi, c'est drôle, cette semaine, on a fait beaucoup de bricolage parce qu'on tournait d'autres capsules vidéo, des briques au jeu que vous allez voir un petit peu plus tard. Puis on a bricolé. Puis tout à l'heure, Josiane, elle va pouvoir me le dire. Moi, là, je suis gaucher. Mais je découpe de la main droite. Wow. Je me suis mis à lire, puis tu sais, veux pas, je faisais un petit peu de recherche. Non, mais j'ai réalisé, je me suis dit, j'ai calculé, j'ai commencé à découper, je vais dire un petit peu mon âge, là, à l'entour de 67. Est-ce qu'il y avait des ciseaux gauchers? Peut-être Josiane, elle pourra nous dire ça. Puis là, je me suis dit, pourquoi je découpe de la main droite? En 67, quoi? T'as appris à découper? Sûrement. T'es né je en m'en 64. rappelle pas, ouais. Fait que j'imagine dans 2 ans avant ça. OK. Non, mais je me suis toujours demandé pourquoi moi, je découpe de la main droite. Je suis gaucher, je dessine, j'écris. Je sais pas, mais t'es un super-héros parce que moi, découper de la main gauche, ce serait impossible. Fait que peut-être, puis là, je lisais, puis je me suis dit peut-être qu'il n'y avait pas de ciseaux pour gaucher dans ce moment-là. Puis c'est peut-être ça qui a fait que je... Tu demanderas à Josiane tantôt. Mais, puis parlant de gaucher... Mais parlant du vidéo, par exemple, qu'on faisait cette semaine, OK, on y va, vas-y, moi, j'ai compris quelque chose. Peut-être que toi, tu as appris à découper en 67, là, mais moi... T'étais pas au monde. Mais moi, je vais te dire que j'ai pratiqué mon découpage pendant ce tournage-là. Et comment il faut être précis sur une ligne quand il y a la pression de se faire filmer puis qu'on a un 10 secondes pour le faire, là. Fait que t'imagines un enfant, hein? Sérieux? Il y a des façons je me suis vraiment dit que quand faut que tu dessines sur la ligne ou que tu traces, c'est vraiment une pression. Quand faut que tu le fasses, là, puis qu'on te regarde le faire. Puis on se met dans la peau d'un enfant. Ouais, puis tu vois, il y a une autre affaire par rapport au gaucher qui m'a toujours intrigué, puis je ne sais pas si ça a leur rapport. Bon, nous, on a une associée, Karine, on la salue, Karine Morin. Elle n'est pas avec nous ici, mais elle est avec nous dans tout le contexte du podcast. Elle ne fait pas partie Karine a fait du podcast les dessins pour Éducato, tout ça. Mais ce qui est spécial avec Karine, c'est qu'elle est gauchère. Ses 2 enfants sont gauchers. Puis son conjoint est gaucher aussi. Fait que là, je me suis dit, y a-tu un rapport au niveau génétique puis tout ça? Fait que je me suis mis vraiment à réfléchir sur les gauchers. Hein? Ben, c'est normal, je suis gaucher. Fait que je pense que Josiane, elle pourrait peut-être nous aider et nous guider un petit peu à travers toutes ces questions-là d'adultes que nous, on se pose aussi. Vraiment.
Fait que je pense qu'on pourrait l'accueillir. Inviter Josiane. Je vais la présenter. Sérieusement, je lui disais tout à l'heure, j'ai pris des notes parce que présenter Josiane, ça pourrait prendre une grande feuille. C'est une grande personne, pas juste de sa personne, parce qu'elle est grande aussi. Et puis, c'est vrai que moi, je suis petit, fait que pas mal tout le monde est plus grand. Et puis, je vais présenter Josiane. Josiane est ergothérapeute. C'est une bonne collaboratrice d'Éducatou. Elle est aussi formatrice, auteure, coach. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience en pédiatrie dans les réseaux de la santé publique, en clinique privée, en milieu scolaire, aussi auprès de la petite enfance. Elle est propriétaire de la clinique d'ergothérapie Les 1000 pattes pour enfants et adolescents depuis 2007. Presque la même année qu'Éducatou. Elle offre plusieurs formations aux ergothérapeutes au Canada, puis à l'extérieur du Canada, beaucoup en Europe au cours de la dernière année. C'est une fidèle collaboratrice d'Éducatou depuis bientôt 10 ans. C'est magnifique. Elle propose des chroniques conseils, puis j'ai fait le décompte tout à l'heure, je lui parlais, près de 90 chroniques conseils. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Sur Éducatou, elle offre aussi des formations à distance, des formations sur son site josianecaronsanta.com. Et puis, je disais, elle a des formations à distance avec Éducatou sur la motricité globale, sur la motricité fine et bien sûr sur les préalables scolaires dont on va parler. Fait que, Josiane, je t'invite à venir nous joindre bienvenue. Bonjour, à la table. Éducatou. Salut, Josiane. On s'est dit allô plein de fois, mais allô encore. On se réallo. Salut. Puis tu nous as emmené vraiment des beaux jouets aujourd'hui. Vous savais que ça allait peut-être ouvrir un petit peu ou me tenter. Puis écoute, je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Je ne veux pas sauter tout de suite dans le vif, là, mais pourquoi pas? c'est ma curiosité. Là. Oui, on est là pour moi, ça. là, gaucher, là, le gaucher là, qui découpe de la main droite, ça se pourrait-tu qu'il n'y avait pas, j'ai pas utilisé ou on ne m'a pas proposé des ciseaux de gaucher quand j'étais petit, ou c'est quelque chose qu'on voit souvent, un jeune enfant gaucher qui va être mieux développé de la main droite? J'ai pas la connaissance de l'année dans laquelle les ciseaux de gaucher sont sortis, mais c'est probablement le cas où simplement qu'on n'y a pas pensé. Parce que ce qui se passe souvent avec les tout-petits, c'est qu'on n'est pas sûr quand est-ce qu'ils sont gauchers avant 3-4 ans. Et normalement, on a plus de ciseaux de droitier à notre disposition et ils vont explorer avec les ciseaux de droitier. Et c'est là que ça cause un petit défi parce que des gauchers hyper motivés qui vont, je vais vous expliquer tout de suite après c'est quoi la distinction parce que c'est très, très, très important. Mais ça ne fonctionne pas aussi bien de découper avec un ciseau qui n'est pas dans la bonne main. Et ce qui arrive, c'est qu'un gaucher motivé qui découpe beaucoup avec des ciseaux de droitier trouve des solutions dans son corps. Donc, va se pencher, va changer sa façon de tenir le ciseau. Dans le fond, il va compenser, trouver des façons alternatives de les tenir pour que ça fonctionne. Et de là, plus tard, quand il sait qu'il est gaucher, il n'est plus capable de découper avec des ciseaux de droitier parce qu'il sait comment faire. Mais côté efficacité, je t'annonce que probablement, tu dois soit travailler un petit peu plus fort que le droitier avec son ciseau de droitier, toi, parce que tu le fais avec des compensations. Donc, les muscles que tu utilises là sont peut-être pas optimaux. Là, parce que en faisant cette réflexion-là, c'est parce qu'on bricolait beaucoup cette semaine. On préparait les briques au jeu. J'ai réalisé, puis là, en lisant, j'ai réalisé que c'était différent. Il y avait une différence au niveau des ciseaux. C'est pas Karine, juste elle découpe-tu de la main gauche ou de la main droite? Je pense qu'elle découpe de la main gauche. Mais il y en a parce beaucoup. Que Karine, notre associée, comme on a dit, on travaille beaucoup ensemble, OK? Puis ça, c'est une anecdote que je vous raconte, là. Elle va se reconnaître. Chaque fois que moi, je découpe, parce que souvent, on imprime des documents qu'elle crée dans le Club Éducatou, puis là, on les teste. T'sais, exemple, si on fait un dé, il faut voir s'il fonctionne bien avant que les gens l'impriment et tout ça. Fait qu'on le découpe, puis moi, je suis dans son bureau, puis je découpe, puis comme, prends ton temps, tu découpes croche, puis je découpe vraiment croche. Puis là, elle le fait, là, puis je vous le jure, là, il est parfait, là. Tu sais, son découpage, elle, il est impeccable. Fait que là, mais très artistique, je pense aussi. Je me demandais si tu savais si elle découpe de la main gauche, mais je crois que oui. Je suis presque sûre que oui. Mais je pense qu'elle peut découper des deux mains. Oui, parce que tu vois, même sa souris, la main toujours. gauche. Moi, j'étais ma souris de la main droite. Oui, je pense que toi, là, elle a dû apprendre à utiliser sa gauche, mais pas toi. Fait que gauche-droite, gauche-droite. Bref. T'es un faux gaucher.
Je sais pas. Non, mais je pense que je suis un vrai gaucher. Je suis un faux droitier. Pas nécessairement, mais pour pas qu'on oublie de le mentionner, dans le fond, c'est super important quand on accompagne des tout-petits d'avoir les 2 paires de ciseaux à la disposition. Et l'enfant change de main. En tant qu'il n'a pas sa dominance d'établi, c'est normal, il va essayer avec la main droite, avec la main gauche. Et là, pas que c'est facile, mais si on voit Jonathan qui découpe avec la main droite, tout d'un coup, switch, on peut le distraire un instant et changer sa paire de ciseaux quand il est à gauche. Parce que quand il alterne d'un côté comme ça, il va se nuire dans le développement de sa dominance puis dans son développement du découpage. Parce que vers quel âge on est capable de déceler je te dirais... on n'a même pas commencé nos questions. Non, mais on est là, on va tomber après dans les questions. Mais c'est intéressant, le sujet du développement de la dominance. Vers quel âge, à peu près, tu sais, parce que là, c'est... je comprends qu'on peut lui suggérer de découper de la main gauche en lui offrant des ciseaux gauchers, mais est-ce qu'on sait vraiment que c'est comme tu dis, sa dominance? Vers 3 ans, ça devrait être assez présent. On parle de préférence manuelle quand l'enfant va utiliser le même outil avec la même main tout le temps. Comme toi, tu as une préférence manuelle pour la droite. Avec les ciseaux. Oui. Avec les ciseaux. Même un marteau, dans le fond. C'est ça. Ouais. Et une préférence manuelle avec la gauche pour le crayon, par exemple. Donc, toi, tu n'as pas de dominance manuelle parce que ce n'est pas tout du même côté. Quand une personne prend la même main pour toutes les activités de précision, tout du même côté, on va dire qu'elle a une dominance. OK? C'est ça. C'est pas grave, là. On peut être très fonctionnel si on n'a pas de dominance, mais la préférence manuelle, elle est essentielle pour développer l'expertise. Vers l'âge de 3 ans. Vers 3 ans, d'habitude, c'est assez évident que la préférence devrait être là avec chacun des outils. Je ne me trompais pas en disant qu'en 1967, peut-être qu'il n'y avait pas de... Ça se peut. Je ne le sais pas. On pourra faire la recherche. Tu levais la main, Marjo. Vas-y, tu n'es pas le genre à lever la main. Non, j'ai dit je suis dominante de la droite. C'est ça. Mais non, mais je me disais... Non, parce que tu as dit je suis dominante. Mais je pense qu'on pourra faire une petite recherche. Moi, je trouverais ça intéressant de le mettre en commentaire si on le trouve l'année des ciseaux gauchers. Oui, intéressant. OK, j'en prends note. Non, je vais m'en souvenir, tu n'as pas besoin. L'année, tu sais, moi, je prends des notes même pour aller chercher une pinte de lait à l'épicerie. Bon. Mais là, on va rentrer dans le... Oui. Mais je vous ai toujours pas dit comment ça fonctionne les ciseaux gauchers. Oui, et c'est essentiel de le savoir parce que beaucoup ne le savent pas. Bon, on est content. Est-ce qu'on regarde? Ce qui fait que des ciseaux... On a des ciseaux, on pourrait mettre des images. Je vais prendre les gros ciseaux, par exemple, pour la démonstration. Denis avait tellement le goût d'y prendre. Mais je vais les prendre parce que pour démontrer, ça va m'aider. Puis pour ceux qui écoutent le podcast à la télé, vont pouvoir le voir. Il y a 2 facteurs qui font que des ciseaux de gaucher sont gauchers. Le premier facteur, c'est le confort là, au niveau des petites loupes. OK, ça, c'est correct. Mais le deuxième facteur, c'est la position des lames. Et ce qui arrive, c'est que quand je découpe, la position des lames fait que quand je pousse comme ça ici, ça va rapprocher les 2 lames une de l'autre, ce qui fait que ça va coincer le papier et que ça va bien découper. OK? Si j'ai des ciseaux du côté inverse, ce qui arrive, c'est que quand je vais peser, ça va éloigner les lames à cause de l'anatomie, la façon que le pouce, l'index et tout ça. Ça va éloigner les lames. Ça va être beaucoup plus difficile de découper. Vous savez, des fois, les enfants font ça. Le papier va comme plier, ça déchire ou ça découpe mal. Et fait que ça peut être un facteur, dans le fond, qui explique ça. Fait que c'est important que ce soit du bon côté pour que ça fonctionne bien. Dans le fond, c'est le pouce qui pousse. Oui, OK. Alors, la lame qui est la plus haute, va être du côté du pouce. Alors ça, ce serait des ciseaux de droitier. OK? Ceux-ci, vous voyez que si j'essaie de mettre ça de ce côté-là, la lame la plus haute est de l'autre côté de mon pouce. Donc, ça serait des ciseaux de gaucher. Je peux les essayer. Ben oui. Oh là là. Non, mais c'est parce que c'est gaucher. Je suis sûre qu'il va essayer au niveau du... aussi, parce que... OK. Et là, on le voit bien. Tu sais, je vais le montrer ici, là. Il faut mettre le pouce, là. Bref, c'est ça. Mais de toute façon... Il y a une différence aussi. Il y a une différence marquée, oui. Juste pour dire, de toute façon, tu as des tonnes de vidéos déjà disponibles sur le sujet par rapport au découpage de gaucher, de droitier, etc., à l'extérieur, à l'intérieur, toutes sortes de trucs pour le découpage. Mais c'est bien de les voir ici, mais vous pouvez aller voir les vidéos de Josiane aussi,
qui est en fait la vedette de sa vie. Ça, on va sur josiane-caron-santa.com, évidemment. Il y a vraiment... J'ai pris le temps de visionner plusieurs capsules à Josiane. Elle est extraordinaire, là, vraiment. Merci. Elle a des idées qui finissent plus. Elle donne des trucs pour apprendre à découper à l'extérieur, des petites brindilles, à découper tout, là, dans le fond. Très pratico-pratique. Très pratico, puis c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que c'est d'intérêt commun. Hein? Puis les ciseaux aussi, on parle de ciseaux gauchers, on parle de ciseaux droitiers, il y a des ciseaux ambidextres, je pense. Oui. Ambidextres, qu'on dit? Ambidextre, oui. Ambidextre. Les ciseaux ambidextres sont en fait la majorité du temps des ciseaux de droitier, mais avec un confort. Donc, la forme... Ça s'en est? Non. J'en ai pas, en fait. Avec un confort, comme ici, on voit bien que la loupe est vraiment faite pour le confort du gaucher. OK? Donc, on a des anses, des loupes. En tout cas, les loupes sont pour les gauchers, mais les lames sont dans la position des droitiers. Okay. C'est pour ça que je vous avise qu'il faut surveiller la position de la lame. Il va y en avoir des ciseaux ambidextres de gaucher, mais il faut vérifier. Il faut savoir ce que mais nous, là, sur Educato, on vend depuis 15 ans des ciseaux Crayola d'une marque qui sont... Oui? Des ciseaux, excusez, on nous parle, hein, mais on fait des signes, c'est ça la beauté du podcast. Fait que, il y a eu on vend des ciseaux. On vend des ciseaux, mais c'est écrit dessus droitier-gaucher. Oui, c'est pour ça que... La plupart du temps, ce sont des ciseaux de droitier ou avec une loupe qui est neutre pour ne pas favoriser un côté ou l'autre. Mais si la lame du haut et du côté du pouce droit, ce sont des lames de droitier. D'accord. Donc, ils vont désavantager le gaucher. On a parlé pas mal de découpage. Hein? Ça a commencé avec l'histoire de gaucher. Mais c'est le fun, on a fait comme un survol. La beauté de notre podcast, c'est que vous êtes invités à nous poser les questions par rapport au sujet du podcast. Et puis, on a ici, Talam, une belle petite... Canne avec toutes vos questions. Et je dois vous dire qu'on a reçu beaucoup de questions sur notre page Facebook, mais on a reçu beaucoup de questions en message privé cette fois-ci. Oui. Et des gens qui voulaient garder l'anonymat pour des raisons qu'on ne connaît pas nécessairement parce que ça parlait du découpage, mais c'est correct, on respecte ça. On a inscrit leur nom sur les questions, font partie du tirage et ils sont dans la boîte à questions quand même. Mais merci pour votre participation parce que vraiment, là, pour un deuxième podcast, on était hyper contents. On a reçu des tonnes de questions et des beaux commentaires aussi suite à notre premier podcast. On était contents. Parenthèse faite. Bon, bon. Alors, on est... on se déjeune tranquillement. Là, on s'habitue au concept. On a dégelé. La glace est brisée. C'est moi qui pige. C'est toi qui lis. Parce que moi qui réponds. C'est toi qui réponds. C'est un beau travail d'équipe. C'est vraiment un beau travail d'équipe. Première question. C'est toi qui pige. Moi, j'aime ça. C'est moi qui pige. C'est toi qui lis. Ça va checker C'est Josiane qui répond. OK. Bon. Alors, c'est compris. Première question. On entre dans vos questions que vous nous avez posées. Une question d'Annick Pépin. En passant, les questions, on va les afficher aussi au bas de l'écran, elles vont être affichées. Les messages qui circulent concernant les préalables à la maternelle sont bien souvent contradictoires. Plusieurs ont des définitions différentes. Les professionnels ne s'entendent pas sur une définition commune. Comment s'y démêler? Bien, moi, je vais vous donner ma définition fonctionnelle. Je ne peux pas dire que c'est la définition la meilleure, officielle et tout ça. Peut-être qu'elle va être contradictoire aussi. Mais dans ma perspective, un préalable scolaire, c'est toute capacité qui devrait se développer et être présente au moment où l'enfant entre en classe préscolaire à l'école. Donc, pas des habiletés scolaires préparées, pratiquées à l'avance, mais bien des prérequis, que ce soit au niveau cognitif, physique, affectif, qui devraient être en place avant l'école. Pour le sujet d'aujourd'hui, on va parler des préalables plus moteurs, sensorimoteurs, parce que c'est mon expérience comme ergothérapeute. Donc, on va parler de dessin, découpage, préécriture. Donc, qu'est-ce qu'on devrait développer avant d'aller à la maternelle? Fait que quand on parle moteur, on parle coordination, on parle physique, on parle... Oui, motricité fine. Nous, on va garder ça un petit peu, les préalables scolaires en lien avec les outils, crayons et ciseaux pour le dessin et
la préécriture. Puis tu le résumais bien, je pense, Oui. c'est dans une de tes formations que j'ai lues, tu disais ce qui est important, c'est surtout de susciter l'intérêt. Il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que l'enfant arrive déjà comme un grand de la maternelle tout préparé. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle approche. En petite enfance, le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux enfants, c'est le goût d'apprendre, le goût d'être grand, le goût d'aller à l'école. Et les enseignants de maternelle du préscolaire sont bien outillés pour les accompagner avec le programme de cette année-là. Donc, nous, en petite enfance, c'est vraiment ça. C'est pas de les surcharger et que l'enfant sente qu'il réussit pas quelque chose avant même d'aller à l'école. Il faut qu'il ait le goût. Oui. Donc, malgré qu'il y ait certaines définitions, certaines précisions par rapport à est-ce que l'enfant est prêt pour la maternelle ou pas, je veux dire, chaque enfant est unique, on le sait. Il reste que c'est quand même l'importance de ça, c'est de lui fournir les outils pour qu'il puisse arriver justement en ayant l'intérêt de pouvoir continuer à les développer. Il faut faire une distinction importante, c'est que le programme de la petite enfance est bien fait et les enfants devraient être prêts. Quand on utilise des grilles pour se dire est-ce qu'il sait découper des carrés sur une ligne, par exemple, l'idée, c'est pas qu'il faut... normalement, le programme va faire que les enfants vont être prêts. Ça nous aide à dépister peut-être les enfants qui ne seraient pas prêts et que ça ne relève pas de ce que l'éducatrice a fait ou pas. Ça relève du développement de cet enfant-là. Et il y en a des enfants qui vont avoir des développements plus lents, plus particuliers. Et ça nous aide à les dépister plus tôt, justement, pour qu'ils soient mieux préparés, ces enfants-là, une fois à la maternelle. Puis Josiane, je le montrerai pas, là, mais tu as une grille, justement, pour les gens qui voudraient, là, qui s'appelle En route vers la maternelle, qu'on pourrait passer au travers, pas aujourd'hui, là, mais en tant qu'éducatrice, pour avoir des bonnes pistes. Sur cette grille-là, on parle de motricité fine, motricité globale, développement cognitif, l'autonomie, langage, communication, socio-émotionnel, attention, concentration. Ce sont des petits pointeurs, des petits critères. Si vous allez sur mon site web, josianecaronsanta.com, et vous faites la recherche « Prêt pour la maternelle », vous allez tomber dessus. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Puis, vous pourrez avoir accès donc, dans le fond. Ça résume justement un petit peu la question là, où la personne se demandait c'est quoi certains points de référence. Fait qu'on a le document. Puis on a des belles chroniques aussi. Josiane a écrit plein de chroniques, comme tu as dit tantôt, 90 chroniques. Il y en a une ou plusieurs sur la maternelle, comment s'y rendre ou comment... Dans la section et du conseil ergothérapie. Prochaine question? Oui, puis pendant que vous pigez, dans le fond, la grille, si vous allez la télécharger, elle vient aussi avec un document de conseil pour aider à préparer l'enfant en milieu de garde, mais aussi pendant l'été qui précède à la maison avec des activités de tous les jours pour les enfants qui seraient un petit peu plus lents sur certains critères. Oui, parce que bien sûr, ça se passe à l'école, mais ça se passe aussi à la maison. Oui, c'est un travail d'équipe. Hey, t'as pigé! Excuse. Vas-y, Josiane, je voulais pas vous interrompre. Je vais lire, puis toi, tu vas répondre. Et là. J'espère que j'en tombe une facile. Moi, je lis. Bon. Vas-y, parce que j'ai pas mis. C'est une super fan d'Éducatou, Josée Robichaud. On l'a pigé au dernier podcast. C'est vraiment une super fan, là. Super fan. Parce qu'il y a comme 20 questions dans ça, là. Good. Bon, bien, chanceuse, hein? Oui, vraiment. Tous les gens qui ont participé ont la chance de gagner, là. Pas les seulement que les questions qu'on va piger. On aimerait pouvoir répondre à toutes les questions. On en reçoit bien trop. On est tellement... Podcast Éducato Micro. La fameuse préécriture. Bon, on va tomber dans un sujet précis. Change de sujet. Oui. Est-ce qu'on peut mêler les enfants en leur montrant comment écrire les lettres de l'alphabet par rapport à la façon qui leur sera enseignée à l'école? Mm-hmm. Est-ce qu'on est mieux de se concentrer sur le traçage de lignes droites, courbes, zigzags, etc.? Fait que la question, c'est... oui, José. Comment on écrit à l'école? C'est ça, José? José Robichaud. Ouais. Oui. Petite parenthèse sur le développement sensorimoteur de l'enfant qui va l'amener de sa naissance, développer toute sa motricité jusqu'à être habile avec un crayon. Ça prend 7-8 ans. Physiquement parlant, l'enfant n'est pas prêt avant 7-8 ans pour être capable de former des lettres et de devenir proficient avec l'écriture et même au niveau des mouvements de ses yeux. Donc, les lettres, c'est en première année qu'on devrait voir ça. OK? Là, en maternelle, au préscolaire, puis en milieu de garde, les enfants peuvent être
intéressés, on parle des lettres, on apprend l'alphabet, on commence à explorer des sons. On joue avec les lettres. Et c'est la place pour ça. Vers la fin, là, 4-5 ans, souvent, l'écriture du nom vient en ligne de compte. Et c'est correct de voir l'écriture du nom parce que c'est comme un premier mot que l'enfant écrit. Ça contribue beaucoup à sa fierté de « je m'en vais à l'école, je vais apprendre à écrire » et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, côté neurologique, dans le fond, le dessin et l'écriture, ce n'est pas la même chose. Et les ondes d'écriture ne sont pas prêtes avant que les ondes de lecture soient stimulées. Okay? Donc, tant que l'enfant n'a pas appris encore les sons, ce qu'ils vont faire à la maternelle et qui vont continuer à la première année, ces ondes-là ne sont pas suffisamment développées encore. Ce qui veut dire que quand on lui montre des lettres à 4 ans, on lui fait dessiner des lettres. C'est ça. OK? Donc, il dessine et c'est bien correct. Et on va faire ça en majuscules pour plusieurs raisons. Un, c'est plus facile, l'enfant va être plus aisé. Il va avoir plus d'aisance pour faire quelque chose de bien parce qu'ils sont à peu près toutes pareilles, de haut en bas, c'est des lignes, des angles plutôt droits que courbes. Tout ça, c'est plus facile, mais aussi parce qu'on ne pourra pas beaucoup créer de mauvaises habitudes au niveau de la formation des lettres parce que à l'école, on n'écrit pas en majuscule. Donc, on peut avoir la première lettre du mot, mais si on ne forme pas le A majuscule de la bonne façon, ça ne va pas nous affecter dans notre scolarité. Mais si on s'est mis à pratiquer le A en minuscule dès 4-5 ans, par le temps que l'enfant est à 7 ans, il va avoir trouvé une façon de faire. Et les chances sont que, en petite enfance, parce que ce n'est pas le but, on ne va pas pouvoir surveiller dans quelle direction l'enfant tourne, de quelle façon il fait son tracé. Donc, il va créer quelque chose, il va dessiner son A du mieux qu'il peut et il va rester pris avec ça parce que le corps est efficace et veut des plans automatiques et il va encoder rapidement quelque chose qui est répété plusieurs fois. Donc, pour résumer, on peut apprendre à dessiner le nom en majuscule, mais je ne toucherai pas aux lettres minuscules avant la première année, même pas avant la maternelle. Puis en maternelle, il se passe pas pour autre chose les avec internautes, les majuscules. parce que là, on a des internautes aussi en Europe. Tout ça, quand on parle maternelle, on parle 5 ans en ce moment ici, là, parce qu'on est au Québec. Là. On parle de la grande section, oui. Parfait. Puis quand on parle de première année, on parle du CP. Okay, puis ça n'a pas changé parce que Alexandre a 22 ans, 23 ans. Alexandre, notre fils. 22 ans, 23 ans. Bon. 23 ans. Et quand il est rentré, c'est loin, là, mais quand même, ça fait partie de mes anecdotes. Moi, j'étais éducatrice en milieu familial avec Denis, comme tout le monde sait, peut-être pas, là. Mais moi, j'avais 2 enseignantes qui faisaient garder leurs enfants chez moi, là. Tu sais, on avait beaucoup d'enseignants, nous, hein, dans nos parents. Oui. Et on avait montré aux enfants à écrire leur nom. Et j'avais pas fait la bonne façon. Et j'ai appris, puis ça n'a pas changé, là. On fait, en tant qu'éducatrice, c'est normal, on est fiers, on se dit, c'est pas notre rôle, mais on est fiers parce qu'on est allé un pas en avant, on a aidé, là, tu sais, l'enfant, il est prêt à aller à la maternelle, il sait écrire son nom, et on commet vraiment des fautes. On nuit un petit peu. Oui, la phrase que je dis souvent, c'est en voulant commencer l'écriture trop tôt, on va nuire à l'écriture plus tard. Fait on résume, c'est les majuscules. J'aime beaucoup l'idée de dire que, comme tu expliques, dans le fond, l'enfant n'écrit pas son nom. Il dessine son nom. Ça, j'ai appris ça. Dans le fond, c'est relié à la lecture. Si l'enfant est capable de lire. Oui, l'écriture, c'est de la communication écrite, c'est du langage écrit. Et il faut avoir la notion du langage, du son qu'on tente de traduire par la lettre. Alors, c'est pas possible d'écrire et il y a toute une réorganisation du cerveau. Le cerveau n'est pas fait pour lire. L'être humain n'est pas fait pour lire. Il reconvertit certaines zones de son cerveau qui servaient à d'autres choses pour la lecture et c'est cette zone-là qui va donner place à l'apprentissage des sons et ensuite au lien avec la motricité pour traduire ces sons-là. Okay? Donc, mais c'est important qu'on laisse le temps à la neurologie puis au corps physiquement de se rendre là. Oui. En résumé, l'objectif que l'enfant écrit son nom est peut-être c'est pas un objectif en soi. Non, mais c'est le fun. Les enfants vont vouloir, puis c'est motivant, puis c'est bien correct.
et en majuscule et pas de ligne et on les laisse s'amuser. On les corrige pas non plus. Non. Faut que ça soit un jeu. On reste dans le jeu. C'est un jeu, c'est ça. Mais c'est un but ultime quand même. Hein? On sent qu'on a fait notre travail d'éducatrice quand on a atteint ça. Ça, puis les boucles. Oui. Tu sais, en quelque part. Des boucles? Ben, non, mais écoute, parle-moi pas sur les boucles, non, je te parle pas. Mais ce que je veux dire, c'est que certains enfants vont être bons, ils vont être intéressés, OK? Mais faire attention aux enfants qui ne veulent pas écrire leur nom, OK? On n'encourage pas trop si ça lui tente, mais s'il ne se sent pas capable, en fait, c'est lui... lui, il est normal. Les autres sont un petit peu plus précoces. C'est ça. Après, on n'insiste pas pour que l'enfant... Mais c'est bon, son nom. C'est bon parce que, en quelque part, moi, j'ai le côté d'éducatrice. Je sais que c'est comme quasiment un but ultime en tant qu'éducatrice de dire « Hey, j'ai amené l'enfant à faire ça ». Mais je le comprends tellement différemment avec ton explication que oui, j'ai réussi à faire ça, mais j'ai quand même nuit à Alexandre Archambault qui a appris à écrire son nom. Mais ça en est bien sorti aujourd'hui quand on regarde. Il signe Alex, fait que c'est correct, c'est réglé. Mais il y a aussi l'utopie de l'ergothérapie, c'est que la vraie réalité, c'est que Alexandre, quand il va rentrer en maternelle en septembre, l'enseignante de maternelle va certainement lui demander d'écrire son nom. Alors Alexandre, qu'on a voulu respecter, lui, n'aura pas pratiqué. Donc, s'il y a le meilleur des mondes, on fait de la prévention en parlant, mais ce que je dis, puis la réalité de ce qui est attendu en maternelle est une autre chose. Fait qu'on veut garder ça aussi. Mais du moins, si tu vas sur Google, n'importe quoi, on écrit-tu le nom en minuscule ou en majuscule? Mais en majuscule. Au moins, on a répondu à cette chose. Majuscule. Importante, majuscule. Majuscule. On pose une autre question? D'accord. Hey, Denis, je vais piger. Josiane, j'ai pas pigé. Pige, je vais la donner à Denis. Non, tu peux la lire. Je peux la lire. Oui. C'est autonome. On a des foyers, hein? Oui, moi, j'en ai pas. Non, pas toi encore? Oui, moi, j'en ai. Moi aussi. J'en ai trois. J'ai toutes les distances là-dedans. Bon. OK. Un petit gaucher de 6 ans. Comment lui apprendre à tenir le crayon pour soulager les tensions dans le poignet et les doigts? Là, il y a une deuxième partie. Pour ou contre ces stylos à mine déportés? Je ne suis pas certaine de ce que c'est, mais je pense que c'est une question qui vient de l'Europe. Ah oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Ah, oui, ça pourrait faire du sens. Mais bon. La première question. Gaucher, comment apprendre à tenir le crayon, soulager les tensions? Oui, parce que c'est une question de qui? On a-tu le nom? Val, une assistante maternelle. Ah, parfait, c'est ça, c'est Europe. Oui, c'est un pays. Okay. C'est une profession en Europe. Oui. Bonjour Val. Bonjour. OK. Alors, les gauchers. On va leur apprendre à tenir le crayon avec les mêmes stratégies que le droitier. Mis à part le fait... Mais là, ça, c'est une stratégie qui va venir en ligne de compte beaucoup plus quand on s'en va vers l'écriture que le dessin. C'est que les droitiers vont tenir le crayon à peu près 1 cm à 1,5 du bout du crayon. OK? Et les gauchers, on va leur enseigner à les tenir juste un petit peu plus haut pour favoriser... On voit pas, hein? En tout cas, pour ceux qui voient, là, je vais essayer de le faire comme Josie. Regardez ça. Allez. Ah. Attention, je vais te rentrer ça dans un œil. Donc, 1,5 cm, le gaucher un petit peu plus haut. OK? Pour la lisibilité et tout ça. Le gaucher, il va avoir différentes stratégies qui vont venir en ligne de compte encore là pour l'écriture, au niveau du positionnement de la feuille. Parce que c'est un peu ça la question qu'elle dit pour éviter Oui, c'est plus une question d'écriture que de pré-écriture parce que la partie prise du crayon, mis à part qu'elle va être un petit peu plus haute, c'est la même chose. Les trucs qui fonctionnent pour les droitiers vont fonctionner pour les gauchers. Mais simplement pour rendre service, terminer le sujet, on va leur apprendre dans leur positionnement à être capable de se placer sous la ligne. Ce qui arrive souvent avec les gauchers et qui ont le poignet cassé comme ça, et là, ils ont plein de tensions. C'est parce que pour voir, ils vont se mettre au-dessus de la ligne. OK? Et ça, on peut corriger ça justement en changeant l'angle du papier de la chaise et s'assurer que, je ne suis pas capable d'écrire à gauche, mais disons que je serai à gauche, sous la ligne. OK. Puis, sous la ligne. Oui, puis on a tendance... je suis gaucher, hein, tu sais. Oui, puis on a l'autre tendance aussi, c'est qu'on salit. Oui, je l'ai dit. On peut pas douter on de se ça. salit ou les espèces de cahiers à anneaux, là. Tu sais, on se prend dans l'anneau. Non, mais là, je m'excuse. Il n'y a pas juste les gauchers qui se salient, là, les droitiers aussi. Non, parce que nous, on écrit comme ça, puis on essuie notre écriture. Mais en étant sous la ligne, il y a moins de chances que ça se produise.
Mais c'est des petits trucs pour l'écriture. Là, on va pas surcharger un enfant de 4 ans à... non seulement j'ai pas eu des ciseaux de gaucher, on m'a pas enseigné à écrire sous la ligne. Non, mais à 4 ans, il n'y a pas de ligne. Et normalement, on ne fait pas... en 67, toi? J'étais même pas encore une idée. À la vie non. Moi, ça a commencé en 72. Oh my God! Mais entre 4 et 5 ans, on n'est pas dans des tracés si petits, donc l'enfant va faire des dessins plus gros et tout ça. Donc, même la hauteur de sa prise comme gaucher ne va pas entrer en ligne de compte tout de suite, là, parce qu'on est dans du dessin libre encore beaucoup à 4 ans. Mais c'est quand même spécial, hein, parce que les gauchers, c'est quoi? C'est 20 quelques % je pense, c'est ça? C'est quelque chose d'autre qu'il va falloir vérifier. Ouais. Okay. C'est beaucoup moins que les droitiers. Ouais. Et il y a une certaine génétique là, qui semble jouer un rôle. Oui, c'est ça mais que tu demandais au début. Là, à cause de Karine. Les 4, mais je ne suis pas l'experte au niveau des statistiques. C'est la biologie là, pourrait répondre à ça. Oui, c'est ça. On est-tu prêt à une autre question? On pourrait en parler avec On a-tu fait le tour de la question? Les pousse-mines, si c'était ça, là. Oui. Pas à 4 ans, certainement. Non. OK? Un autre sujet pour les plus vieux, mais il faut être capable de bien moduler sa force. Mais les fameux mais pousse-mines, elle parlait un petit gaucher de 6 ans. Fait que 6 ans, donc... Oui, bien, en Europe, l'écriture commence très tôt. Fait que je comprends la pertinence de la question. Mais en Europe, ils écrivent aussi beaucoup avec des stylos, comme nous, OK? Fait qu'il y a plusieurs distinctions par rapport à ça, donc c'est moins pertinent en petite enfance. Beaucoup de liquid paper. Oui, c'est n'importe quoi. Désolé. Une autre question. Hey, on est bon dans les questions. On a le temps d'en répondre plus. Ça roule. Je te laisse lire une question de Pascal Duclos. Quel serait le top 3 des éléments à considérer prioritaires à observer, à travailler pour une transition réussie? On parle entre le service de garde et l'école et quand s'inquiéter et consulter. J'aime ça, des questions structurées comme ça. C'est très, très précis. Mais je te dis, les gens... Puis t'aimes ça, puis c'est drôle parce que je regardais les titres de tes chroniques, 3 raisons, 13 idées, 13 façons. Puis je me dis... Mon top 5... on est vraiment... non, mais c'est le chiffre 13 qui revenait. OK, petite le parenthèse, 13. On y va avec les stratégies de dessin. C'était un bon article, ça. Oui, je l'ai noté. Pour on a des le prises dessin. du crayon aussi, puis sur ton site, là, puis sur Éducato, je pense aussi. Ah, on a 13 idées pour apprendre à dessiner. Sujets qui touchent la petite enfance. Oui, vraiment. Elle écrit à l'envers. Ça, c'est des titres de chroniques. C'est ça. Des idées pour découper à l'extérieur, des idées pour découper. Mais justement, ça, là, les enfants qui écrivent à l'envers, en miroir, c'est des impacts d'enfants qui ont commencé trop tôt. Le système nerveux n'était pas prêt et on n'a pas réussi à défaire cette symétrie-là qui se produit. Quand je parlais de la réorganisation entre le dessin et l'écriture dans cette période de transition-là, ça, c'est des impacts d'un enfant qui a commencé trop tôt. Parce que, tu sais, la plupart du temps, ça va bien, mais il y a aussi des cas plus particuliers. Puis c'est un petit peu ça comment les déceler. Là. On revient à la question de Pascal. Oui. Top 3. Bon, prise du crayon. Puis c'est souvent un sujet où on se dit, c'est-tu si important que ça, la prise du crayon? Faut-tu s'arrêter, intervenir et tout ça? La prise du crayon la plus... on va dire populaire, là, mais celle qu'on discute le plus comme étant la plus adéquate, c'est celle qu'on va appeler tri-digital. Okay? Donc, il y a 3 doigts qui touchent dessus. Tri pour 3. OK? L'enfant, quand il commence à intervenir avec le crayon, il va avoir une prise palmaire, toute la main, 5 doigts, comme ça ou comme ça. Et ensuite, il va aller avec une prise inversée. OK? Donc, ça commence comme ça. Là, je cherche un peu de précision. Ça va comme ça. Et ensuite, naturellement, l'enfant, sans trop d'enseignement, parce que c'est ça qui va mieux et c'est ça qui permet la précision que l'enfant de 3, 4 ans, cherche. OK? Alors, la raison que je vous disais ça, il y avait une raison, c'est qu'entre ça et ça, on va avoir une variété de prises de transition. Donc, on va avoir toutes sortes d'affaires qui peuvent avoir l'air étranges, OK? Mais qui sont toutes normales. L'enfant transitionne entre ça et ça. Fait que c'est sûr qu'il se passe quelque chose entre les deux, c'est pas automatique. Alors, toutes ces prises-là, on ne va pas trop s'en inquiéter. Mais à 4 ans, quand on a encore une prise comme ça, il faut réagir. Ça, c'est un top 3 à considérer. J'ai fait récemment une visite dans
garderie, dans un groupe de 4-5 ans, il y avait 2 enfants qui avaient encore une préhension comme ça. C'est important de dépister ça avant l'entrée à l'école. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses là, qui ne se sont pas passées. Les autres prises un petit peu plus variées, qui peuvent avoir l'air atypiques, risquent de progresser avec des bonnes tâches et tout ça, fait qu'on est moins inquiet. Mais on veut une prise du crayon qui n'est pas palmaire, disons-le. OK? Top 2. Il faut savoir découper. Sur une ligne, il faut avoir de l'intérêt pour découper. Moi, je dis toujours que si l'intérêt n'y est pas avec les ciseaux, c'est parce qu'il y a une difficulté. Souvent, on va se dire « Ah, le bricolage, mon gars est sportif, ça ne tente pas. » C'est pas, oui, on entend ça. C'est pas dans ses intérêts. Ça, mais les enfants sont très, très intéressés habituellement par le découpage si c'est dans leur capacité. Si c'est difficile, ils vont être moins intéressés. Et justement, ils vont être plus sportifs parce que ça veut dire qu'ils sont rendus là. Ils ont encore plein de choses à développer dans leur corps. Il faut surveiller ça un petit peu plus pour les aider à progresser vers le développement moteur fin et l'utilisation d'un outil. Dans le développement, il y a toute la posture, il y a le développement de ce qu'on appelle la stabilité de l'épaule, proximale et tout ça. Puis après ça, il y a la motricité fine. Et au bout de la motricité fine, il y a les outils. OK? Fait qu'on s'entend que, ultimement, quand la prise du crayon est problématique ou la prise ou le contrôle des ciseaux est problématique, souvent, c'est parce qu'il manque quelque chose avant. Le problème n'est pas là, mais plus... donc, quand s'inquiéter, quand consulter. Si à 4 ans, l'enfant n'aime pas découper ou a de la difficulté à découper sur une ligne, 1 centimètre, l'enfant devrait être capable là, de naviguer ça sans dévier, des formes, des cercles, des choses quand même pas trop complexes, pas une étoile, mais quand même quelque chose là, une forme, de fair, là, forme, oui, c'est ça. Ouais. Ou qu'il y a un bel effort, une belle intention. Si moi, je vois de l'intention, j'ai beaucoup d'espoir, ça prend de la pratique. Et si l'enfant découpe moins souvent, ben ça se peut que ça soit un peu plus difficile. Mais s'il n'y a pas d'intention, il est satisfait d'avoir découpé là, un peu n'importe comment, ça m'inquiète. Alors ça, c'est un facteur aussi. Et côté préécriture, on a parlé de crayon, mais il y a toute la partie perceptuelle aussi qui s'en va vers l'écriture aussi. Et les choses à développer avant la maternelle sont ce qu'on appelle les tracés de préécriture. J'ai-tu vu que tu avais imprimé ça? Il y a celle-là ici. Ça. Okay? Puis, ben, de ce que tu viens de parler aussi, il y a le défi du découpage qu'on pourrait utiliser parce que, ben, juste avant, là, parce qu'il y a différents trucs que tu proposes avec des pailles. Tu sais, tu dis, si l'intérêt ou la motivation n'est pas là, peut-être que d'amener un autre élément que juste découper une forme pourrait comme développer. Oui, pour faire le lien avec le sujet, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a 3 phases dans le découpage. Donc, s'intéresser, expérimenter, donc devenir juste à l'aise avec la partie outils et se perfectionner, donc découper des lignes de plus en plus compliquées ou de plus en plus petites. Alors, découper des objets, c'est super dans la phase de l'expérimentation parce que, par exemple, si je coupe une paille, c'est juste un coup de ciseau. C'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de coordination comme œil-main, suivre une ligne et tout ça, couper de la laine, couper de la nourriture. Il n'y a rien de plus motivant que ça. C'est ça. Avec l'enfant qui n'a pas d'intérêt, c'est très, très winner de sortir de la bouffe et de découper des choses comme ça. Et ça aussi, c'est un document... là, c'est un document qui existe avec une chronique sur Educato que Josiane a fait, un défi. Ouais. On peut le télécharger gratuitement. Et là, on parlait de préécriture dans ton top. C'est le top 3, ça, hein, la préécriture? Oui. OK. Il y a aussi... J'ai juste imprimé une page, là, si on voit, avec des petits gobelets à tracer, tout ça, là. Juste pour montrer. Oui, fonctionnellement, ça ressemble à ça. Mais permets-moi de mettre juste un petit peu de contexte de pourquoi on met des pailles dans le gobelet. Oui, c'est ça. Je te donne ça. Je sais pas si on va bien voir, là, mais sinon, je peux le tenir ici pour toi, si tu veux. Ben, ça va. Okay. Je vais juste essayer de ne pas te cacher. Donc, il y a ce qu'on appelle les lignes de préécriture, des tracés, des relations spatiales que l'enfant devrait maîtriser en s'en allant vers la maternelle. Donc, la ligne verticale, horizontale, le cercle, être capable de faire une croix, donc chevaucher les 2 lignes qui vont demander de
croiser la ligne médiane, on n'en a pas parlé, mais c'est une étape développementale importante. Faire des diagonales, s'en aller vers être capable d'assembler différents tracés comme pour faire un carré, un triangle, une croix. Le triangle peut être encore dur entre 4-5 ans. Le carré, on explore ça. Encore là, on veut de l'intérêt, on veut de l'intention, puis on veut voir du perfectionnement au fur et à mesure que l'enfant essaie. Mais donc, tous ces outils-là sont disponibles sur Éducatou. Il y en a aussi sur Josiane Caron. Écoute, moi, je me rends compte là, qu'on aurait... Attendez, oui, je vais juste terminer. C'est qu'on a une vingtaine d'activités qui permettent d'exercer ces tracés-là. Oui, donc, dans le document, les petits gobelets, c'est pour exercer les lignes verticales. Mais on en a pour chacune des lignes de préécriture. Mais quand on parle justement de développer l'intérêt chez les enfants, c'est de rendre ces choses-là accessibles, c'est de les intégrer graduellement, puis de faire un suivi, de leur donner accès à du matériel, à des ciseaux, tu sais, qu'ils puissent vraiment faire de façon individuelle ou ensemble, supervisée ou pas, découper, s'amuser, puis avoir du plaisir. On parlait intérêt et plaisir. On passe à une autre question. Mais je pense que, sérieusement, on est comme dans les... Le temps passe tellement vite, là. Puis j'aimerais pouvoir prendre... Oui, je pense qu'on peut prendre une dernière question. Mais, Josiane, je suis contente d'une chose. Oui, quoi? Je suis contente d'une chose. Que tu aies tellement de capsules vidéo qui existent parce qu'on fait un survol en ce moment. Je me rends compte qu'on doit comme faire juste un survol parce qu'on a tellement de matière qu'on va même pouvoir te réinviter pour faire une phase 2 du podcast. D'abord, on aurait pu en faire un sur chaque sujet. Je vois le temps passer. Puis, je vous l'avais dit. On aurait pu le faire juste sur le découpage. Je vous l'avais dit. Et puis moi qui s'imaginais faire tous les préalables, incluant l'habillement, etc., le bouton. Écoute, on en a du sujet. C'est pour ça, les boucles, c'était... On la boucle. On la boucle. Presque tous les sujets ont été couverts à un certain niveau, que ce soit avec sur Éducatou, sur mon site. Et pour les personnes qui sont particulièrement passionnées, qui aiment aller très, très loin et qui aiment plus voir que lire, j'ai la formation en ligne de 14 heures de préalables scolaires avec des idées concrètes là, telles que tout ce qu'on mentionne puis tout ça. Mais pour les éducatrices, on a la formation de perfectionnement de 6 heures sur les préalables scolaires offerte depuis des années par Josiane sur notre site web éducatou.com, préalables scolaires. C'est une formation à distance, vous la recevez directement en version écrite chez vous, ou en téléchargement. et vous la retournez. Josiane elle-même vous corrige et vous envoie une attestation. Ça fait le tour de la formation. Et pour les ergothérapeutes, Josiane a une formation de combien d'heures, t'as dit? 14 heures. 14 heures. Mais elle est pour tous, cette formation-là. Il y a des formations avancées pour ergothérapeutes, mais celle-là, elle est pour tous. Donc, une question de Juliette, que je ne lis pas. Je te laisse le plaisir. Pas parce que Marie-Josée, elle ne sait pas lire. Là. Non, je sais lire, mais pas sans lunettes. Elle n'a pas ses lunettes. Plusieurs listes de préalables pour entrer en maternelle. Il existe plusieurs listes de préalables. Qu'est-ce que l'enfant doit vraiment savoir? Je pense qu'on a comme... C'est la même question. Oui, on n'a pas assez. Hein? Ça, on l'a vraiment répondu. Hein? Pas assez, OK, on peut... Mais elle fait partie des tirages. C'est qu'on parle tellement de toutes sortes de choses qu'on a répondu. Annie Mercier. À toi l'honneur, Josiane, écoute, de la dernière question. On va prendre une... C'est ça, c'est notre dernière question. Oui, c'est la dernière question. On va faire un petit survol. Je fais du pouce sur la question de Claire, mais on n'a pas vu la question de Claire, hein? Oh. C'était... parce qu'elle, elle a lu la question de Claire. Vas-y, voir si on suit. Quels sont les musts absolus qui doivent être acquis pour un enfant qui sait qu'on n'aura pas tous les acquis dus à une trisomie ou un autre diagnostic? Ah, c'est intéressant. Quelles sont les adaptations qui peuvent être faites à la maternelle? Donc, les différents diagnostics, ce qui vont souvent avoir comme impact sur le développement des préalables scolaires, c'est que ça va affecter beaucoup soit la qualité du tonus. Le tonus musculaire, c'est un peu la fermeté des muscles. Donc, ça va influencer comment je tiens le crayon, comment je tiens les ciseaux. Mais le tonus dans le corps entier est souvent diminué aussi chez les enfants avec différents diagnostics. Ce qui fait que le must, pour répondre à la question, c'est la posture. Il faut aider l'enfant à développer tout ce qu'il doit développer dans son corps pour qu'il soit à l'aise et ait une bonne posture lorsqu'il est dans une position assise à la table. S'il a ça, on va pouvoir continuer à stimuler avec les outils et l'enfant va pouvoir progresser doucement. Mais
souvent, pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'on va avoir des enfants qui vont avoir beaucoup de difficultés avec la posture, puis là, c'est sûr qu'ils ne seront pas capables. On parle de tonus musculaire, là. Oui. Je pense qu'on parle dans tous ces diagnostics-là, il y a toujours de l'immaturité un peu dans l'ensemble du développement, que ce soit TDAH, autisme, trisomie ou prématurité et tout ça. C'est pas que c'est grave, c'est juste que c'est un petit peu plus long et il faut porter attention au positionnement. Parfois, on saute par-dessus parce que notre objectif, c'est écrire, découper, mais c'est significatif, l'enfant qui n'a pas une posture droite va avoir de la difficulté avec ce qui se passe au bout de ses mains. Donc, enfant, défi particulier, c'est quand même... On pourrait travailler dans un autre contexte. La motricité globale, des choses pour développer la stabilité. Encore là, il y a une formation sur Educato que Josiane offre sur la motricité globale qui pourrait quand même... Oui, parce que ça va tout ensemble. C'est pour ça qu'il y a les 3 formations, motricité globale, motricité fine, préalable scolaire, parce qu'on ne peut pas faire un sans l'autre. Ça va tout ensemble, c'est séquentiel. Avant qu'on l'oublie aussi, je voulais parler... On a 2 minutes, on pourrait passer la journée complète, je l'ai dit. Moi, je vais remettre les questions dans le pot pour les tirages en attendant que tu parles. Ça va faire partie des tirages. Josiane a créé, je pense qu'il y a comme 300 pages, ça se peut-tu? 298 pages. C'est le livre de Josiane qui s'appelle « L'apprentissage du découpage chez l'enfant ». Je te laisse peut-être en parler un petit peu, un petit 2 minutes. C'est un livre qui est vendu en téléchargement. Oui, c'est en téléchargement. Et ce qui permet que les projets sont reproductibles. Ce que ce sont, du côté théorique, toutes les phases de développement du découpage avec des stratégies, motricité fine, motricité globale, des trucs pour initier, etc. Puis quand ça ne va pas aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais des ciseaux adaptés, toutes ces choses-là sont couvertes dans la partie théorique. Et ensuite, on a 50 projets en ordre de difficulté qui passent à travers les phases de découpage. C'est un peu l'équivalent d'un livre d'écriture. Quand on apprend à écrire, on fait les lettres, c'est un livre pour l'apprentissage du découpage. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a été conçu avec en tête les milieux de garde familiaux avec des enfants multi-âges. Donc, chacun des projets a différents niveaux de difficulté. Donc, on peut avoir un petit 2 ans qui a un projet pour lui, mais qui est le même projet que l'enfant de 5 ans. Puis, ce qui est demandé est à différents niveaux. Donc, il y a plus de guides, les lignes sont des grosseurs différentes. Intéressant. Et il y a toujours des thématiques d'activités complémentaires, que ce soit cognitif, toutes sortes de thématiques éducatives qui vont avec le projet. Donc, faites vraiment pour le milieu de garde. Fait que pour les chanceux aujourd'hui, qui ont posé des questions. On va en faire tirer 2. Que Josiane offre gratuitement pour la journée de podcast. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va les faire tirer, les gens vont juste nous écrire sur Educato en message privé. Oui. On va mettre le lien. Et en fait, on va communiquer avec les gagnantes et on va leur envoyer par courriel directement à elles. Oui, Josiane va... C'est moi qui vais communiquer avec vous. C'est moi qui s'en occupe. Oui. Vous allez m'écrire sur Educato. Le livre est disponible à la boutique en ligne. On va donner sur Educato, on va donner le lien. Puis... Fait que là, je pige parmi les questions posées. La première gagnante est Juliette. Mais Juliette, on n'a pas son nom de famille parce qu'on a mis Juliette parce que c'est la personne fait que on va vous écrire Juliette anonyme en privé pour vous dire que vous êtes la gagnante. Mais on sait c'est qui Juliette. Moi, je propose que Josiane pige. T'aimes ça piger, hein? Moi, tu le sais, hein? J'ai un toc. Donc, deuxième gagnante du livre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Juliette encore. Oh, Juliette avait posé 2 questions. Est-ce qu'on a répondu à cette question-là? À partir de quel âge doit-on apprendre à l'enfant à ne pas dépasser les lignes? On n'avait pas répondu à cette question-là parce que la question de Juliette ici, c'était... Juliette avait 3 questions. Plusieurs listes de préalables. OK. Donc là, c'est pas grave. On va juste piger une deuxième gagnante. Parce qu'il y en a qui écrivent 2 et 3 questions. Juliette a été due, pour avoir... Juliette est vraiment chanceuse. Puis José Robichaud, la semaine passée, on a pigé sa question. Mais là, si on la repige en gagnant, pas la semaine passée, le mois passé. Stéphanie, la voix. OK, mais on n'a pas posé cette question-là. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'a pas eu la chance. Question, mais elle a gagné un livre. L'important, c'est de poser des questions. On a de l'air d'improviser, mais on n'improvise pas. Là. C'est juste ça donne le goût. C'est plein de bonnes questions. Non, puis parlant des questions aussi, vous pouvez, si vous avez des questions, Josiane y répond aussi à travers le Educato et du conseil. Oui, mais je
J'en ai 90, Ouais. mais c'est pas fini. Donc, je Non, continue c'est ça. à créer des N'hésitez pas. textes, un par mois. Si vous envoyez une suggestion de sujet, moi, j'embarque dessus, puis ça peut faire le thème de la prochaine chronique. Puis j'ai Oui. remarqué aussi, toutes les gens qui s'inscrivent à ton infolette, là, ils ont plein de belles surprises. Puis, regarde. C'est fait vrai. que- Puis Josiane, hein, elle a plein de trucs. Là, on a effleuré un sujet, mais elle a une boîte de motricité fine, puis il y a une capsule sur la boîte. Je pense que tu l'as même amené, ta boîte, là. Il faut que On vous prend alliez, le temps de vous montrer preniez ça? le temps de voir. Ok, un petit 2 On n'a minutes. pas le temps de la montrer, l'intérieur, là, parce Oh que, my God. de toute façon, je vais la montrer ici, si Faut tu pas veux. l'ouvrir. Non, on va pas l'ouvrir, mais je veux vous dire que dans sa capsule, chacun des éléments dans cette boîte de motricité fine est expliqué et démontré. C'est magique, c'est fantastique. Ça me rejoint beaucoup dans mon approche de stratégie éducative. Puis, je pense que de ce que j'ai compris de sa capsule, c'est que tout le monde doit avoir une boîte de motricité fine qu'on se fabrique. C'est une super stratégie pour développer toute la dextérité dans la main qui va permettre justement de se rendre à une bonne dextérité puis contrôle avec le crayon et les ciseaux. Mais je vous le dis, Oui. on en a des heures et des heures et des heures qu'on Oui, pourrait c'est te plein de regarder. trucs, notre Elle est petite la voiture. vedette de sa Ah. propre vie. C'est Josiane Ah. Caron-Santa, puis c'est .com, donc c'est facile. Et si vous la trouvez sur Educato, ce que je fais ta job, Non, mais non, c'est c'est correct. que J'ai- les vas-y, chroniques Marjo. sont tellement précises et claires. C'est comme une ergothérapie. Non, c'est Ah, C'est vraiment. une ergothérapie. Non, mais Dans le fond, c'est que ton on est fan approche, elle est de nos pratico-pratique, collaboratrices. Josiane. Oui. Puis elle vient rejoindre beaucoup, nous, en tant qu'éducatrices, des trucs qu'on a besoin pour aider les enfants dans la complexité du sujet, parce qu'on n'est pas des Mais de façon spécialistes. vraiment plus précise, plus Ouais. structurée. Moi, juste c'est l'idée vraiment de... Je reviens sur ça, là, qu'on n'écrit pas le nom, mais que les enfants le dessinent, ça explique tout, tu sais. Parce qu'on se dit, j'ai appris à écrire son nom, mais il ne sait pas l'alphabet pour autant. Puis, Bref, ça résume on continue. bien, On voulait quand même faire tirer 25 Educato. Ben Deux oui. certificats Ben cadeaux oui, on pour voulait la ça boutique parce en ligne que- Educato. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder le podcast, mais pour nous, c'est Noël. Fait que bientôt, fait que on s'est dit qu'on Ça va ferait être Noël, 2 avant certificats cadeaux de 25 Educato pour magasiner dans notre boutique en ligne avec des trucs que vous voulez. Pascal Duclos, elle a gagné la dernière fois. On dirait qu'on a des super Merci. fans, hein? Va au Mais fond, là. vraiment, là. Franchement. Mais vraiment, on a quand même reçu plus de 15-20 questions là, Ouais. pour notre deuxième podcast. Le premier, on en avait eu 5. Juliette encore, hey, Ben, je vous le dis, Juliette, là, ouais. c'est des Ouais. vraies questions, mais il y a des gens qui posent 3 questions, puis c'est le fun, on adore ça. Plus de chances de gagner. Bon, Juliette, mais Juliette a ouais. gagné. Un Gagne, livre Puis et 25 $25 Puis Educato. joyeux Noël, on pige un autre nom. Denis, là, t'exagères. C'est ça. Une dernière fois, la gagnante est Annie Mercier pour sa question et on a répondu à sa question. Donc, Annie, tu gagnes 25 Educato. Je vais vous écrire et, je répète, là, pour que ça soit plus clair, je vais vous envoyer un courriel pour vous féliciter, vous dire votre prix et vous allez juste me répondre. Donc, on va communiquer avec vous. Oui, puis ça va Oh être my écrit God, dans les regarde ça, c'est commentaires beau, du la podcast. table à la fin, Faudrait comme ça, surtout pas joyeux perdre. Noël. Mais ce qui est le fun du podcast, c'est que si je me souviens plus qui a gagné parce que Denis a garoché tous les papiers en ce moment, là, mais je peux juste écouter le podcast puis je vais le savoir. Je me rappelle Juliette. de tout ça. On a Juliette. tout pris en Juliette. note. Fois trois. Juliette, on est sûr. C'est sûr que c'est Juliette. Donc, Josiane Oui. Caron-Santa, merci beaucoup Ben, merci de l'invitation. de ta présence ce matin. C'était Puis, un plaisir. Vraiment. C'est là. réciproque. Tu es tellement une bonne communicatrice, à part tout le reste, évidemment, mais vraiment, tu es une bonne communicatrice. Puis tes vidéos sont amusantes. Puis même la petite Donc, musique. pour les vidéos de Josiane, Vous pouvez aller voir je pense ces qu'on l'a capsules. dit 7-8 fois, josianecaron-santa.com. Blog. Tu sais, c'est important. On, Mais je elle veux dire, on travaille parle fort. de nous. Ben, Comme, tu sais, on se on- dépasse. Là, on va au-delà de... on reste accessible, on est toujours ouvert aux gens. Puis comme je dis, on reste ouvert aux questions. Puis Ouais. on vous invite toujours, inscrivez-vous aux infolettes de Josiane, d'Educato pour Toujours disponible. rien manquer de toutes les nouveautés. Il y a plein de nouvelles chroniques qui sortent tout le temps, des nouveaux vidéos, des nouveaux projets. Puis si vous restez à l'affût de tout ça. Bon, alors merci beaucoup Josiane. Josiane. Je te félicite, tu as fait ça vraiment Ouais, comme c'est une bon. grande. Notre prochaine invitée la semaine prochaine. On Hey, pourra dire ça. On s'en va en vacances. Là. C'est Noël. J'aimerais ça. C'est pas vrai que c'est la semaine prochaine, c'est en janvier. Notre prochaine invitée le mois prochain, c'est Stéphanie Deslauriers, qui est psychoéducatrice. Stéphanie est autrice, elle est collaboratrice à l'émission Format
drama familial à Télé-Québec, avec qui on va parler de motivation comme outil de travail. Ah oui. Et puis la motivation, c'est mon dada. Fait que surveillez bien Facebook une semaine avant le podcast. Je pense Début janvier, on va vous inviter encore une fois à nous poser vos questions. S'il vous plaît, participez parce qu'on adore, c'est ce qui nous motive à faire à préparer notre podcast. Fait qu'il faut motiver la motivatrice qui est Stéphanie. Motivez-nous, s'il Donc, vous plaît. en conclusion, si vous avez aimé le podcast Éducato au micro, ben parlez-en à vos amis. Partagez-le. Pour rien manquer des prochains podcasts, aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou vous pouvez télécharger aussi pour la partie audio sur Balado, Spotify. Souvent, c'est 24-48 heures après la sortie sur YouTube, c'est disponible. Et puis, c'est la deuxième fois, puis j'ai toujours une belle petite pensée pour terminer ça, mes amis, c'est l'enfant n'est pas un animal que l'on dresse, l'enfant est un adulte qui n'a pas encore grandi. Bon. C'est la pensée de la semaine. Bravo. Alors, au nom de toute l'équipe d'Éducato, de notre collaboratrice Karine, dont on vous a parlé tout à l'heure, Marie-Josée, Josiane, notre associée, excusez, l'équipe de associée Karine Morin et l'équipe de la garde Rubicon.com, la garderie au Clos des Petits Hiboux, des Petits où est-ce qu'on est ici, qui nous partage les lieux pour faire Alors, le podcast. c'était le 2e épisode d'Éducato au micro et on vous dit bye bye! Joyeux Noël! Au revoir. Bye! Merci d'avoir été là.